Salam alaikum, Azul, bonsoir. L'homme est d'une nature réellement complexe et qui penche naturellement à tout embrouiller parce qu'il a besoin d'opacité et de confusion pour pouvoir se livrer à la prédation. C'est pour cela qu'au fur des millénaires et comparé aux autres espèces animales, il a extraordinairement évolué jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Une force et une intelligence qui lui a permis des avancées à peine croyables, en même temps qu'une dégénérescence morale tout aussi hallucinante, puisque aucune autre espèce animale n'a atteint un tel degré de monstruosité, de massacre, d'exploitation et d'oppression de ses propres congénères, de pollution, de dévastation, de gaspillage. L'homme est ainsi, irrésistiblement porté au mal, à l'inutile sophistication, à la dévastation, alors qu'il a toutes les capacités et tous les moyens de vivre heureux, tout simplement, au sein d'une humanité heureuse, sur une terre paradisiaque. Il est ainsi, l'homme. Prenez quelques hommes et femmes, mettez-les dans une île où rien ne manque, où il fait bon vivre, où la vie en communauté peut être harmonieuse, agréable pour tous. Il ne faudra pas de longtemps pour que surgissent entre eux des problèmes en tout genre, dont la cause n'est généralement qu'un rapport malsain d'ego débridé. Très vite, du vivre ensemble, ils vont se retrouver dans une faune de prédateurs et de gibier, où les rapports sont très déséquilibrés. D'abord, ce seront les plus forts, physiquement, qui prendront le pouvoir sur les autres, puis les plus sournois, les plus machiavéliques, qui vont domestiquer les plus musclés, qu'ils utiliseront contre la jungle naissante, en échange de privilèges qu'ils sauront leur octroyer selon leur gabarit, dans le même temps qu'ils exigeront d'eux la plus totale soumission. Cette société va s'accroître et se développer en même temps que regresser de façon très inégale. Au bout d'un certain moment, les règles qui avaient été imposées par la force et la ruse vont s'étoffer de moyens et d'autres, de la religion, du nationalisme, de l'identité, de l'ennemi inventé de toutes pièces, du mensonge, des peurs inséminées pour diviser la communauté et autant de constructions savamment élaborées qui seront admises comme les seules qui vaillent, où une grosse majorité hébétée va être exploitée par une minorité sournoisement agissante, qui dispose de clientèle, de mercenaires, de la force légalisée dans l'esprit même de ses propres victimes et des richesses des mêmes victimes que les maîtres auront capitalisées et concentrées entre leurs mains. Et non seulement la minorité ne sera pas d'une quelconque utilité, mais elle sera comme le ver dans le fruit. Pour subsister et prospérer, elle corrompra la chair vive de la communauté, jusqu'à sa saveur essentielle. Elle fera d'un paradis un enfer. Elle usera des richesses produites par la multitude pour la dominer encore plus. Plus il y aura de richesses et d'argent, plus la multitude sera soumise. Et si cela ne suffit pas, la minorité dominante aura recours aux propres enfants de la majorité, des plus faibles, de tous ceux-là qui sont en servitude, pour les opprimer davantage et garder le pouvoir sur eux. Et le plus monstrueux dans tout cela est que ce sont ces enfants et ces frères de tout cela qui sont devenus tacitement des esclaves, qui se mettront au service des maîtres pour réprimer leurs parents, leurs frères, leurs amis, les leurs, quand ceux-ci tenteront de se libérer de l'oppression.
Des exceptions existent néanmoins dans l'histoire. Rappelez-vous comme il fut beau ce printemps libérateur quand des œillets rouges sont venus orner les canons des fusils. Et quel déferlement de bonheur que ce peuple qui a reconquis sa liberté après une si longue servitude. البلاد بلاد ويعيش حياته فيها يسال وجهك صحيح قدر في الريح لزافر ماشية الخربة راشية والنية راها خافية ولادك في الريش الزوالي في وسط العافية نيران وقادية سفينة طرق وغادية حفرتو في السفن نيتو الحبس كاع الأحرار محكومين ثابت الرخاص اختلاف الرشوة سلاطين زلق الفاس شوف الرعش من رايح فينا وين اليد بلوفاس ما تحب الناس حامي تاع السراقين كنت تشقد روحك ماشي خير تشوفيني غابة الطير يجي نهارك انت وتحير الشعب زعف والحقد كبير. Algérie, les convives de Tebboune unanimement réprouvés. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Idir Nouren, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Bonsoir, M. Benchnouf, et merci pour votre invitation. Merci, bonsoir. En face de vous, Brahim Younsi, cadre du NDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. En face, comme d'habitude. Comme d'habitude. Bonsoir, c'est Benchnouf. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Et Karim Naït Ousliman, militant politique, qui nous a fait le plaisir de venir aujourd'hui encore, et qui vous a déjà accompagné. Vous avez déjà fait un trio ensemble. Oui, c'est plusieurs fois. avec plaisir que nous le retrouvons. Ah Tout bah, à très fait. bien, voilà. C'est le jeune qui monte. Voilà, et qui va bientôt vous éclipser. Ah ben évidemment. Oh, Naturellement, vous Nous lui éclipsez. céderons la place tout de suite. Allez, à l'instant, tout de suite. Immédiatement. Avec plaisir. Alors, mes chers amis, nous allons d'abord essayer de recevoir Nabil Ismail. J'ai failli dire Ismail Nabil, comme d'habitude, qui est en route vers Kharrata. Donc, elle va rester avec nous entre 6 ou 7 minutes. Mais nous allons d'abord commencer parce qu'elle se rend à Kharrata, comme de très nombreux compatriotes qui sont en train d'affluer vers cette ville qui est devenu un des bastions les plus réputés du Hirak. Je rappelle Kharrata, population qui s'apprête à accueillir tous ceux qui se rendent à Kharrata. On est en train de dire déjà que Kharrata est en train de se transformer en immense maison de tout le monde, où tout le monde est accueilli en frère. Et Nabil Ismail, merci d'être avec nous, maître. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Et mes respects à vos invités. Et on nous dit que vous êtes en compagnie de Wahab Hamidi et de maître Aïssa Rahmoun. Alors, que vous saluerez de notre part, bien sûr. Alors, dites-nous d'abord, sur Kharrata, vous êtes nombreux à vous rendre comme ça, à affluer vers Kharrata? D'après les contacts que j'ai eus, oui, il va y avoir beaucoup de camarades, d'amis, de militants, d'activistes qui vont venir des 4 coins du pays, d'après les contacts que nous avons eus. Parce qu'on nous a même demandé d'essayer de leur trouver des endroits pour être hébergés. Et Dieu merci, la nature de l'Algérien, vous avez beau le dénaturer, il revient toujours à sa nature réelle. C'est cette hospitalité, cette solidarité qui est en train de s'organiser pour justement accueillir tous ceux qui vont venir prendre part à cette reprise d'un des moyens de lutte qui est les marches. Parce que je ne peux même pas parler de reprise du Hirak, parce que le Hirak ne s'est jamais arrêté. Je dirais plutôt c'est la reprise d'un des outils de cette révolution qui sont les marches. Voilà. Alors, nous allons parler du FFS. Nous vous avons présenté aujourd'hui comme avocate et militante du FFS.
Pourquoi? Parce que les réactions des militants du FFS, militants de la base, sont tellement nombreuses, tellement, j'allais dire, fermes, vigoureuses, et qui dénoncent cette réception de ces trois responsables du FFS par M. Tebboune. C'est énorme. La réaction dans les réseaux sociaux, elle est énormissime. Où on voit que la base militante du FFS est non pas seulement vivace, mais vivante, et qu'elle réagit très fortement à ce qui la concerne. Nous avons invité des responsables du FFS, notamment ceux qui sont rendus chez M. Tebboune, et d'autres aussi, mais ils n'ont pas souhaité répondre. L'un d'eux nous a demandé, nous avait écrit qu'il acceptait de venir à condition qu'on lui donne le même temps, de venir en tant que droit de réponse. Que si on lui donnait le même temps qui a été pris hier pour parler du FFS et de sa réaction, ce qui est tout à fait impossible. On ne peut pas accorder un droit de réponse d'1 heure à quelqu'un. Parce que nous avons tout le temps parlé du FFS, nous n'avons pas critiqué, nous avons parlé de la situation et nous avons laissé les gens s'exprimer librement. Voilà, je vous laisse, Nabil Asmaïl, nous dire ce que vous pensez de cette rencontre, ou je ne sais pas comment l'appeler, et de ce que vous pensez de la réaction très forte de la base militante du FFS à un moment où aucune voix ne s'est élevée dans les bases militantes des autres partis politiques. Aucune, rien. Une unanimité absolument sidérale. Et je vous laisse vous exprimer, Nabil Asmaïl. Je vous remercie. D'abord, je tiens, si vous me le permettez, à corriger, parce que, sauf erreur de ma part, vous venez de dire que Tebboune avait reçu trois dirigeants. Ah, deux, pardon. Deux oui, dirigeants. tout à fait. Voilà, tout à fait. Je tenais à corriger parce que c'est très sensible. Oui. On pourrait comprendre qu'il y a un troisième qui s'est caché derrière un rideau. Absolument, merci. Merci d'avoir corrigé. Voilà, ça va encore... oui, ça va encore... parce que nous savons qu'il y a des gens qui se cachent derrière les rideaux, mais le dire aussi ouvertement pourrait... il faudra le nommer, celui qui se cache derrière le rideau. Bon, ceci étant dit, la réaction de la base militante est une réaction tout à fait naturelle, légitime et justifiée, parce que la base militante est la garante, c'est la garante de la ligne politique du parti. Vous savez que le FFS a été secoué par plusieurs crises internes qui lui ont valu plus de 3 congrès en 3 ans. Il y a eu un congrès ordinaire suivi de 2 congrès extraordinaires, d'un putsch sur le siège national, d'où a été délogée la direction nationale. Donc, ce qui s'est passé hier, les militants ont tout de suite compris que le FFS a eu tous ces problèmes-là pour justement aboutir à ce processus du pouvoir. Je ne parle pas d'un processus du FFS. Il faudra que vous sachiez et que tous les Algériens sachent que ce qui s'est passé hier n'a fait l'objet d'aucune discussion ou concertation dans les organes internes du parti. Et quand je parle d'organes internes, je parle du Conseil national dont je suis membre, qui est l'organe souverain du parti, de l'instance présidentielle qui est composée de 5 membres. Et je tiens à vous informer que 3 membres de cette instance qui a été désignée au congrès de juillet au même titre que M. Hakim Blassel, 3 membres n'étaient pas informés de cette invitation. Ça, il faut que tout le monde le sache. Maintenant, la base militante est en train de se concerter parce qu'il faut absolument... On ne demande même pas des comptes, on ne demande même pas qu'on nous explique le pourquoi de la chose. Parce que quand on analyse le communiqué qui a été lu par le premier secrétaire national, quand on l'analyse, beaucoup ont dit oui, il a proposé, ils ont ramené quelque chose de concret, ils proposent l'élargissement des détenus, ils proposent l'ouverture du champ médiatique. Ça, c'est hors sujet. Parce qu'ils n'ont pas été pour proposer une sortie de crise, ils ont été parce qu'ils ont été invités par Tebboune qui a engagé des concertations sur son calendrier électoral et sur son projet gouvernemental. Donc il ne s'agit pas de leurrer. Mais surtout Nabil Asmaïl, sur les prochaines élections législatives. Les prochaines, parce que si le FFS avait été seul
pour prendre une feuille de route ou un mémorandum. Parce que ceux qui sont partis sont en train de faire des publications pour dire « Oh oui, en 95, Aït Ahmed a été voir, Judai a été voir Zerwal ». Mais ça, c'est un autre contexte. On n'était pas en révolution populaire. Il n'y avait pas de révolution. Il y avait fusion de sang. Il y avait tuerie. Il y avait un massacre, une grande menace sur l'Algérie parce qu'il y avait une guerre civile. Il fallait tout faire pour que ça s'arrête. Mais là, il y a une révolution. Qu'ils partent pour exiger la libération des détenus, c'est comme si le Hirak a été déclenché pour libérer des détenus. Le Hirak, la révolution populaire pacifique, s'est déclenchée pour exiger un changement pacifique graduel du système pour une nouvelle Algérie, une période de transition, un processus constituant. Or, si vous avez tous remarqué, durant toute la lecture faite par le premier secrétaire, aucun mot sur la transition, ni sur la constituante, qui est le phare du projet politique de Hussein Ahmed. Donc, cette rencontre m'engage pour moi en tant que membre du Conseil national, et pour tous les membres du Conseil national qui sont en train de s'apprêter à signer une déclaration. Cette rencontre n'engage que les deux personnes qui sont parties voir Tebboune. Parce que si Tebboune croit, c'est M. Tebboune, le président désigné, croit qu'il a normalisé le FFS n'existe que par sa base. Pour preuve, il a changé de direction depuis, il a fait 3 changements de direction en 2 ans et le FFS est toujours là. Donc cette dérive, c'est une dérive. Et sur le plan forme, parce que ça n'a pas fait l'objet de discussion dans les organes du parti, Conseil national, instance, secrétariat national, réunion de la direction élargie, ça n'a jamais fait l'objet d'une discussion. Ça, c'est dû. De 2, on l'a au fond, parce que dans le fond, on ne va pas rencontrer Tebboune à sa demande. On va le rencontrer pour lui remettre un projet, pour lui exiger d'écouter le peuple. On ne va pas le rencontrer parce qu'il nous a invités. S'il m'a invité, c'est pour m'inscrire dans son agenda, c'est pour me ramener à son agenda et à sa feuille de route. Or ça, la réaction des militants est une réaction de halte à la normalisation, c'est un rejet catégorique de ce qui a été fait et pour dire que le FFS est avec le peuple, il est dans le Hirak, il est du Hirak et la parole chérie de Hussein Ahmed qui a dit un jour le peuple retrouvera sa voix et la lumière se lèvera, le soleil se lèvera sur l'Algérie. Donc maintenant que le peuple a porté les slogans du FFS, maintenant que le peuple a compris l'essence même du combat du FFS, 2 personnes vont dire « Ah, nous avons été reçus et nous avons demandé ». Il fallait chuchoter à l'oreille de Tebboune qu'il doit écouter le peuple. C'est la seule revendication. Merci. C'est la seule demande qu'il fallait faire à celui qui les avait invités. Ni détenus, ni ouverture de champ politique, ni ouverture de champ, parce que le Hirak n'est pas sorti pour ça. Le Hirak est sorti uniquement pour exiger que la voix du peuple soit portée et que le peuple choisisse pour une fois dans sa vie, dans son histoire, qu'il choisisse un président et qu'on ne lui impose pas un président désigné. Merci Nabila Ismail. Un président désigné, ça serait remettre en cause tout le combat du FFS et le combat du FFS, Sadaqa Jariya. Merci Nabila Ismail. Bonne fin de route. Notre bonjour à nos compatriotes de Kharrata, dont nous allons montrer quelques images que nous avons reçues. Kharrata aujourd'hui. Deuxième image de ces préparatifs. الشارع
Et la dernière image de ces Algériens qui affluent de partout pour aller vers Kharrata, de Tichy vers Kharrata. Alors voilà, donc beaucoup de gens affluent vers Kharrata, nous dit-on, qui viennent de partout. Pour le moment, ils ne rencontrent pas de barrage. Ça pose question, c'est un peu comme si ce régime ne cherchait pas à contrecarrer les manifestations en Kabylie, mais il est en train de tout faire pour les contrecarrer dans les autres régions, un peu pour séparer les Algériens, de façon de dire, regardez, ça c'est pas un Hirak national, il n'y a que les Kabyles qui sortent. Et obtenir un double effet, une désillusion au sein de nos compatriotes kabyles, en même temps que semer la haine de la Kabylie chez nos autres concitoyens, sachant à l'avance qu'ils ne réussiront pas de toutes les façons. Les Algériens ont compris que stigmatiser de manière récurrente la Kabylie ne porte plus. Il y a eu plein d'opérations animées, commanditées par Feu Gaïd Salah, l'opération Zéro Kabyle. Le drapeau Amazir, les Zouaves, la rencontre d'intellectuels algériens d'expression arabophone. Je n'ai pas vu un intellectuel algérien leur répondre. Mais ça ne prend plus, parce que l'enjeu est tellement important que les Kabyles en général se mettent à l'échelle du pays, à l'échelle du destin du pays. Ce que je peux dire par rapport à Kharrata, moi je suis carrément scotché par rapport à cette jeunesse qui bouge, qui se déplace, et demain on aura pratiquement un panel de personnalités politiques, enfin ceux qui n'ont pas choisi d'aller sur les chez hauteurs, chez M. Tebboune, s'impliquer demain, et je pense que ce sera redonné à Kharrata le deuxième mythe fondateur après le 8 mai 45 qu'elle doit absolument reprendre, et c'est le premier élément. Quant au FFS, si vous permettez, il y a beaucoup de camarades du FFS se sentent un peu les légataires universels du testament de Hussein Ait Ahmed. Le testament de Hussein Ait Ahmed, il doit être offert à toute la nation. Si vous reprenez les mots d'ordre du Hirak, c'est les mots d'ordre du FFS depuis 1963. Le FFS n'est pas un parti kabyle, c'est un parti algérien. Qui a été ghettoisé. Qui a été ghettoisé à raison. Si je vous dis les noms des gens, de grandes personnalités qui ont eu à exercer des responsabilités politiques, dont des directeurs de police nationale, dont des ministres des Affaires étrangères qui étaient au FFS, dont Abou Bakr Belkaïd, et j'en passe. Ibrahim peut en parler, il a été à contrario un petit peu, donc il les a tous connus. Quand il parle d'Istiqlal, c'est Hussein Ait Ahmed qui dit autodétermination du peuple algérien. Quand il dit ni État civil, ni État policier, ni État intégré, ni État policier, c'est quoi? C'est un État civil, point barre. Quand il dit la constituante, déjà là je rejoins Maître Smaïl quand elle dit c'est la question phare, il a parlé de constituante en 1963, quand il s'est opposé on va dire au putsch. Vous m'excuserez, monsieur Younsi, je dis monsieur Younsi, tu remarqueras, Brahim, j'ai pas envie d'avoir les foudres. Et moi, je n'ai pas envie que l'émission dérape ou dévie, ou soit déviée. Il a parlé de constitution. La langue arabe a le soukoun. L'acquiescence. Je suis quiet. Donc c'est tout ça. Donc c'est un patrimoine énorme. Il est regrettable qu'au sein du FFS, qui vraiment, moi je connais un peu l'appareil, j'ai beaucoup d'amis qui ont été premiers secrétaires, vraiment leurs militants sont des gens, je dirais, qui m'excusent ce qualificatif, mais j'adore, s'ils sont atteints de démocratisme. Ce qu'il y a dans les statuts, il faut que ça s'applique. Et là, je comprends Mme Smaïl quand elle dit qu'il y a les statuts. Ils ont fait 3 congrès. Mais quand on analyse, je vais prendre 1 minute encore ou 2, quand on analyse la déclaration du premier secrétaire, qui est accompagné par M. Bellassel, qui est membre de l'instance présidentielle, qui était l'ancien premier secrétaire, évidemment, à l'époque où M. Lascri était responsable au niveau de l'IP, donc ce qu'ils appellent, eux, l'instance présidentielle. Le discours il stérilise la pensée. J'ai noté quelque chose. Il parle, au-delà des libertés,
j'ai l'impression qu'il est en train d'annoncer, avant M. Tebboune, l'élargissement des détenus. Il se fait le porte-parole à l'avance. Qui sont devenus une sorte de fonds de commerce. C'est exactement, c'est un fonds de commerce. Ensuite, il dit pas un mot sur la précarité des Algériens, qui basculent dans une précarité économique, pas un mot. Et en plus, il a l'outrecuidance, je dis bien l'outrecuidance, d'appeler à une convention nationale qu'il organisait lui après être sorti du PAD, alors qu'il a des problèmes organiques et des problèmes internes, mais c'est d'une incohérence et ça frise le vaudeville. Juste je termine, Karim, ça ne te dérange pas. Et quand il dit, il dit à M. Tebboune, dans ce qu'il a fait, ce petit discours qu'il a fait, il dit il faut que les prochaines élections, il y ait une participation populaire. En gros, c'est l'esprit. C'est une manière de dire, s'il y a de la participation populaire, de facto et à contrario, il légitime à la fois M. Tebboune et à la fois le référendum. Alors que le père fondateur et les membres fondateurs du FFS, c'est la question cardinale, la question phare. C'était la constituante. Donc pour moi, j'espère que les fédérations du FFS vont se prononcer et vont exiger un congrès extraordinaire afin de mettre de côté ces gens qui polluent non seulement le parti du FFS, qui est un parti respectable, mais polluent la nation tout entière, et ça, ils ne peuvent pas se le permettre. Sur ce point, Djamel-Din, il y a une remarque très très importante qu'a soulevée Daïdir, mais qu'il faut contextualiser dans le Hirak, bien sûr. Donc déjà, j'exprime toute ma solidarité avec les militants de la base du FFS, dont certains sont des amis. Donc toute ma solidarité avec eux. Je sais que cette ligne-là ne les représente pas. Par contre, il faudrait qu'on la place. Là, le mouvement, je dirais, parce qu'il s'agit d'un mouvement de jeu d'échecs. Le mouvement qu'a fait le régime avec les partis politiques et notamment avec le FFS, c'est un mouvement qu'on doit placer dans la globalité du jeu. Maintenant, le régime se retrouve dans une impasse, un gros problème. Non seulement le retour annoncé du Hirak, c'est vrai que le Hirak ne s'est pas arrêté, mais la mobilisation dans la rue, le retour des marches qui est annoncé et qui va revenir. Donc le régime, les hommes du régime savent que c'est une certitude. Face à cela, ils se retrouvent face à un gros problème. C'est qu'ils héritent de l'héritage de l'équipe Gaïd Salah. Gaïd Salah qui a fait une très grosse erreur de sa gestion du Hirak en actionnant le levier de la justice. Donc toute la pièce théâtrale des arrestations, de la justice et tout cela. Mais en s'attaquant à la justice à l'époque, l'équipe Gaïd Salah a fait une erreur monumentale, c'est qu'ils ont, et ça a été fait pour la première fois à cette grande échelle, ils ont pour la première fois montré qu'en Algérie, en réalité, il n'y a pas de loi qui tienne, on n'a pas de justice et que la justice, elle est instrumentalisée par des gens qui sont dans l'ombre. Ça a permis en quelques mois, mais vraiment en quelques mois, de politiser une grande partie du peuple algérien. Parce que c'est là où on arrive vers les partis. Donc, en quelques mois, ça a permis à une grande partie d'Algériens de comprendre que l'enjeu majeur du changement en Algérie, c'est l'état de droit. C'est la démocratie, mais surtout l'état de droit. Donc le Hirak est devenu très fort par rapport à cela. Et là, en ce moment, parce que ceux qui sont derrière Tebboune maintenant ont changé, ils ont une autre feuille de route, ils ont une autre stratégie, donc ils veulent se débarrasser de l'héritage Gaïd Salah et par la suite faire un jeu très dangereux avec le Hirak pour le récupérer ou au moins, ou voire même le tuer plus tard, même s'ils reviennent, le neutraliser. C'est quoi? Ça consiste en quoi? Ça consiste, parce que, et c'est là le but, c'est pour ça que moi, dès le début, j'étais, si tu te souviens, Djamel-Din, j'étais viscéralement opposé aux actions des partis politiques. Je disais très bien que le Hirak dépasse les partis politiques. Ça n'est presque pas l'affaire des partis politiques, ça les a dépassés. Maintenant, le régime, ce qu'il fait, d'abord, il veut revaloriser les partis. Il veut revaloriser le rôle des partis dans la situation actuelle. Et puis par la suite, en revalorisant l'action des partis, leur importance, il va, on va dire, anesthésier la volonté générale que porte le Hirak. Parce que c'est pour ça que je disais que le Hirak dépasse les partis, parce que c'est un mouvement de volonté générale du peuple. Donc il va transmettre
cette volonté générale vers les partis, comme quoi c'est les partis qui sauront traduire politiquement la volonté générale du peuple. Par la suite, les partis qui sont tous affidés au système vont concentrer leur action, à ce que disait Deidel tout à l'heure, c'est-à-dire vont recentraliser les revendications sur la libération des détenus, les mesures d'apaisement, une soi-disant ouverture du champ médiatique et politique et social et tout cela, et après aller vers des élections plus ou moins transparentes. De cette manière-là, d'abord le régime, déjà, il va sortir il va récupérer, neutraliser le Hirak, et il va se débarrasser de l'héritage des prisonniers qui a été légué Gaïd Salah, et sur toute cette méthodologie de traité, et après, par la suite, cacher le fait qu'en Algérie, il n'y a pas d'état de droit. On n'a pas les fondements institutionnels de l'exercice même de la politique en Algérie. Donc il faut faire très très attention par rapport à ça, ne pas donner trop d'importance à cette question du FFS ou d'autres partis. C'est un non-événement pour le Hirak. Et je le répète, la réussite du Hirak, l'aboutissement du Hirak ne passera jamais par les partis politiques. Alors, avant de donner la parole à Brahim Younsi, vous veniez de parler de cette stratégie de libérer les détenus politiques en jouant aux généreux politiciens qui a cédé à la demande non moins généreuse des généreux partis. Grâce à la négociation des partis politiques. Alors nous allons écouter quelque chose d'absolument hallucinant. Le monsieur le porte-parole du gouvernement et en même temps ministre de la Publicité, qui nous dit que ce sont les anciens de l'ancien régime, les Aïssaba, toute cette chanson-là, qui essayent de revenir au pouvoir à travers le Hirak, qui l'instrumente, qui le manipule. Et dans le même temps, un des chefs de parti qui a été invité par M. Tebboune, ça veut dire c'est un parti maison, il appartient au système, a fait une déclaration inverse. Il nous a dit qu'il faut libérer les cadres qui ont été incarcérés de la Essaba. Parce que ce n'est pas de leur faute, et on imagine très bien qu'il n'a pas pu le dire tout seul. Une telle déclaration ne peut être que commandée de façon expresse. Alors nous allons les écouter tous les deux. بقايا النظام السابق تأمل في استرجاع الحكم ودواليب الدولة من خلال تمديد المسيرات إلى كافة أيام الأسبوع. الكثير من الإطارات اللي راهم في السجون هما ضحايا. الكثير من الإطارات في السجون هما ضحايا تاع نظام. لما كان نظام فاسد خلى هذه الإطارات أنها تلتجئ إلى الطرق ملتوية وأخذت بعض المسؤوليات اللي هي غير قانونية واتخذت بعض القرارات اللي هي غير قانونية، ولكن آنذاك كانت تعتبر قانونية لأن النظام كله كان يمشي في نطاق اللي خلى القانون على جهه، وكانوا يستعملوا في بعض الأساليب اللي ما عندهاش علاقة بهذه القوانين. Brahim Younsi. C'est extrêmement grave ce que vient de dire. C'est incroyable. C'est très, très grave. Mais tout peut arriver chez nous. Hein, ceci étant dit, je commence par Kharrata. Oui, merci. Parce que j'ai un faible pour Kharrata. Nous l'avons tous. Depuis toujours. Tu n'es pas très éloigné de là-bas. Et c'est mes voisins. Ah voilà. Bni Ourtilan, Kharrata, c'est à peu près... C'est extrêmement important. Oui. D'ailleurs, 45, on en a parlé. Oui. Je crois, cela a été dit en filigrane, si je veux dire. C'est la nation qui est à Kharrata. Oui. Et c'est la nation qui était à Kharrata en 1945. Ce n'est pas simplement les habitants de Kharrata. Oui. Parce que tout le monde en même temps que leurs frères de Guelma, tout à fait. Et d'ailleurs, de Saïda, etc. Qu'il faut rappeler aussi. Tout à fait, oui. Tout à fait. Donc Kharrata aujourd'hui incarne la nation. Oui. Cette nation qu'on veut empêcher, ou que le pouvoir veut empêcher, de se rassembler, de se retrouver et de construire l'Algérie ensemble. Vous dites tous, Tebboune a invité. Oui. Tebboune n'a invité personne. Il a convoqué. Ah. Alors lui a été invité à convoquer. Voilà. Lui a été invité par ses patrons à convoquer les autres. Voilà. Ils ont été convoqués. Et cette convocation des partis, Croupion
Et il ne faut pas confondre avec le solilaire, que connaît bien mon ami Idir. La révolution montre que la révolution a freiné ce que Bertrand de Jouvenel appelle l'envahissement dans la société, du pouvoir dans la société. Et c'est ce que le Kharrata montre, que l'envahissement de la société par le pouvoir ne peut pas se produire, ne peut pas se faire. Il y a un rejet? Absolument. C'est comme une greffe que vous rejetez. Quant au parti, moi j'ai dit la dernière fois chez vous, il y a quelques jours, hein, c'était la diagonale du vide. Et on le voit effectivement, c'est la diagonale du vide. Les autres partis, à l'exception du FFS, qui a une certaine base militante et qui rouspète, mais ceux qui veulent incarner le FFS montrent le vide qu'il y a autour d'eux. Et ce vide se voit, il est béant, si j'ose dire. Il est béant. Mais le FFS a une histoire. Hélas. Voilà, c'est ça. Oui. Il a une histoire. Quand je dis une histoire... Ça veut dire de façon négative aussi? Oui. J'imagine que vous allez le dire. Oui, non, il faut le dire. Mais il faut le dire. C'est l'histoire. Oui, je suis d'accord. Nous sommes dans l'histoire, nous ne sommes pas dans le passé. Absolument. Et il est vrai, tu as cité quelques personnalités. Mais je n'ai pas voulu en citer d'autres, exprès, par discrétion. Oui, voilà. Le FFS a toujours été un marché où le pouvoir, il faut le dire, est venu se servir. Et il s'est servi. Il a donné quelques noms. N'oublions pas que le FFS a, d'une certaine manière, enfin, le FFS, certains responsables du FFS qui ont peut-être été, comment dirais-je, appelés ou récupérés. C'est vrai pour plein de raisons. Par exemple, au Conseil de la Révolution, il y avait un homme important du FFS qui a... Colonel Mohamed El-Hadj. Colonel Mohamed El-Hadj. Et ça en 1965. Qu'en 1966, Ali Abdel-Nour, pour lequel j'ai un respect immense, était ministre des Travaux publics, puis ministre de l'Agriculture. Ce que je veux dire par là, plus tard, beaucoup plus tard, avec Boudiaf, alors qu'un coup d'État venait de se produire, quelqu'un pour lequel j'avais une amitié immense, Ajmin Aïdjoudi, qui accepte de devenir ministre, etc. etc. C'est le FFS, il y avait un apparenté, M. Benachon. Benachon, absolument. Benissad, comme ministre de l'économie, etc. Ça veut dire que le pouvoir est toujours allé chercher beaucoup de cadres, parce qu'il avait des cadres et des cadres de valeur. Faire son marché au FFS. Ce que dit Ibrahim est important. Cette crise-là, qui arrive aujourd'hui dans le FFS, ne va pas secouer ce parti. Vous pensez? Je le crois. Je le crois parce qu'il a une base. C'est les fondamentaux de la base. Voilà, d'accord, j'ai compris le contraire. Moi, je pensais, ça veut dire que ça ne va pas provoquer de réaction majeure. Ah non. Ah, d'accord. Le FFS a des reins solides. D'accord, ça veut dire que ça ne va pas le faire tomber, ça ne va pas le faire imploser. Même en l'absence, je dis l'absence dans le sens du départ éternel de Hussein Aït Ahmed. Et il ne faut pas oublier que Hussein Aït Ahmed, Madame Nabila Smaïl a donné une interprétation un peu à l'avantage du FFS. Mais Hussein Aït Ahmed a engagé le parti en 1997 dans les élections législatives. Et il a obtenu... C'était pas pure stratégie, mais le contexte n'était pas le même. C'est pas le même, tout à fait. Non, le contexte n'est pas le même, mais la guerre n'était pas finie. Brahim, juste un moment. Pardon, excuse-moi, termine. La guerre n'était pas finie. Et ce qui est, on contextualise l'ensemble des choses, c'est que le pouvoir qui a appelé les partis à participer aux élections venait de rejeter, en gros et en détail, le contrat national de Rome, pour lequel le FFS a été un acteur majeur. Peut-être que sans lui, ce contrat n'aurait pas été fait. C'est ça qui est aussi un parcours. Je comprends qu'un parti, il a de la tactique, il joue tantôt de la tactique, tantôt il joue la stratégie. Oui. C'est sûr que le FFS avait ses raisons de le faire. C'est-à-dire que ça ne peut pas être raisons à la fois nationales, mais aussi des raisons régionales. Mais je présume que c'était des raisons nationales,
et régionale, mais je ne pense à aucun moment qu'elle puisse avoir été dictée par des calculs sordides pour avoir des quotas de députés, pour servir les copains, pour se servir soi-même. Ça, c'est exclu. Ce n'est pas ce que je dis. Voilà, je l'ai bien compris comme ça. Je reviens, si vous me permettez, à Kharrata. Oui. J'ai l'impression que c'est le palestre avant la reine. Le palestre, c'est ce lieu antique où se passent les entraînements. D'accord. Et vous savez ce que c'est que la reine. Oui. Et il faut attendre la reine. Je crois que, d'ailleurs, il a été le palestre, Kharrata a été le palestre en 1945. Et on a vu... La reine, c'est dans le sens de une arène. Une arène, Voilà. Oui, absolument. La reine où les gladiateurs... Oui, la reine où les gladiateurs descendaient pour s'entretuer. Pour moi, Et la c'est reine, dans le cas échéant, c'est Alger. Oui, Parce que le régime fait tout aussi pour détourner les absolument. regards de la Absolument. capitale. Ce que je voulais dire pour Brahim... Après, j'aurai des questions à poser. Hein. Oui, tout à fait. Concernant le FFS, entre 1995, le contrat de Rome, où il a eu beaucoup de difficultés, même avec sa base militante, il faut que les gens le comprennent. 97, c'était un autre environnement, comme l'a si bien souligné M. Benchnouf, en 97. Tout le monde est parti aux élections. Est-ce que il y a quelque chose que nos téléspectateurs et téléspectatrices doivent comprendre, c'est qu'un parti politique qui veut se projeter, le FFS était membre de l'Internationale socialiste, il ne pouvait avoir de poids que s'il il avait des députés. On ne parle même pas de mairie. Hein. Non, ça c'est important. Juste une anecdote. Ils avaient été voir le Parti socialiste espagnol, c'était sous Felipe González, me semble-t-il, pour vous dire comment ça fonctionne. Voilà ce qui se passe, etc. Il faut essayer de pousser, booster les choses. Dans le cas de l'IS, ils ont dit, nous on ne peut rien faire, allez voir les Français. Il fallait qu'ils aient une représentation nationale pour pouvoir dire « je suis là », comme le RCD, comme d'autres partis qui sont peut-être affiliés là-bas. Ça, c'est de manière organique qu'ils se font. Ça, c'est un. On ne peut pas résumer, je pense... on ne peut pas traverser 50, 60 ans de politique sans faire des erreurs. C'est pas possible. Donc, fatalement, tu as très bien fait de parler au départ, et je te rends hommage, de parler d'histoire. Mais il y a plein de choses à dire là-dessus. Il parlait de Lachmina Edjoudi. Il a été l'un des premiers contestataires à M. Hossein Aït Ahmed en produisant son manifeste. C'est très important à savoir. Mais l'aura de M. Aït Ahmed Lahirahmou, qui, encore une fois, je le dis, a été un des rares hommes politiques algérien qui soit un homme de projet. Ce n'est ni je parle sous le contrôle et même l'autorité de Brahim, c'est ni un homme d'ambition et encore moins un homme de pouvoir. Sa présence à Sant'Egidio... Tout à fait. À la question que votre collègue, M. Gasmi, m'a posée, en parlant de Hossein Aït Ahmed dans l'émission Antamazirt, il m'a dit, bon, qu'est-ce que tu es en train de parler de Hossein Aït Ahmed? Et si Hossein Aït Ahmed était là, je lui dis, avec la personnalité de Hossein Aït Ahmed, avec toutes les valeurs qu'il portait, le pouvoir serait tombé. C'est comme ça. J'ai quelques questions à poser, et après je vous laisserai en discuter à bâton rompu entre vous. J'essaierai de vous interrompre le moins possible. Ça va nous manquer, ça. C'est gentil, ça. Alors, pourquoi le pouvoir n'a-t-il pas convoqué ses habituels satellites, le FLN, le RND, la cinquantaine... Merci de dire convoqué. Oui, alors, il les aurait bien même pas convoqués. Il les aurait sifflés, je suis tenté de dire. Allez-y. Mais d'abord, pourquoi? Et ensuite, pourquoi avoir convoqué ces partis-là dans cette conformation? Ça veut dire, je comprendrais à la limite qu'ils convoquent le FFS et le MSP, qui sont des partis relativement étoffés. Partout dans le pays, pour le MSP, avec une très forte présence en Kabylie pour le FFS, mais une non moins présence dans beaucoup d'autres régions. Oui, tout à fait. Ça veut dire même s'il a été ghettoisé par la force, quasiment. On interdisait par stratégie aux gens, politique. Oui, on interdisait aux gens d'ouvrir des bureaux FFS et d'appeler les gens à militer. Je le rappelle, j'en suis témoin moi-même. Alors, et M. Fakar, qui était président, excusez-moi, du bureau de la Fédération de Gardaïa, a eu plein de soucis. Les députés, regardez jusqu'où ça va, c'est une anecdote qui mérite d'être signalée, je suis désolé de vous avoir interrompu, des députés qui ont mandat national sont allés pour exiger qu'on libère 2-3 Mozabites jeunes qui s'étaient un peu bagarrés avec les Chamba au moment de la crise. Le directeur de Sûreté de Wilaya a refusé de recevoir ceux qui détiennent la légitimité populaire et qui ont un mandat national. Et ce n'est qu'un exemple, entre autres. Entre autres. Il y en aura d'autres, je vais le dire après. Alors, donc, si je comprends qu'il puisse convoquer ces deux partis, le FFS et le MSP. Le MSP,
qui est très présent et qui a une vraie base, qu'on le veuille ou non. Hein, Par contre, les autres partis ne représentent quasiment rien. Rien. Alors, d'abord, cette question, pourquoi? Le pourquoi de cette convocation, comme le dit si bien Ibrahim, mais aussi et surtout, c'est un peu difficile parce que lancer certains constats comme ça peut sembler comme des attaques ciblées. On connaît tous votre probité, votre sens de l'honneur. Merci. Donc c'est difficile pour moi de le dire, mais pourquoi? Alors qu'au FFS, il y a une réaction absolument fabuleuse dans tout le pays. Toutes les bases militantes du FFS ont réagi d'une façon admirable, très forte, très vigoureuse, très morale, très éthique contre cette... Il n'y a pas eu de dérapage en plus. Il n'y a pas eu de dérapage, mais c'est avec un discours hautement politisé. Tout à fait. Pourquoi, dans les autres formations, et c'est là où ça m'est un peu difficile de le dire, il n'y a pas une seule voix de ces bases militantes, de ces partis, si tant est qu'elles aient des bases militantes, pas une réaction, pas une seule. J'aimerais bien que vous nous l'expliquiez, je vous laisse en parler entre vous. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas comparer légitimement l'organique du FFS, qui a une tradition de lutte, avec l'organisation du MSP, par exemple. Qui sont un peu plus, disons, un peu plus disciplinés, on va dire, un peu plus... Plus disciplinés que le FFS, ça m'étonnerait. Non, le FFS... Mais le FFS est discipliné dans le bon sens. Le FFS, c'est un débat permanent. Que vous soyez membre du Conseil national, membre de l'exécutif, militant de base, vous avez le même tarif, le même honnêtement, c'est un parti, je le dis avec beaucoup d'amitié pour les camarades du FFS, qui est atteint de démocratisme. C'est-à-dire c'est une maladie chez eux, la démocratie, point. Les statuts, point. Ça, vous ne sortez pas, c'est carré, c'est à l'équerre. L'organique de M. Sofiane Djiljadid, il n'est pas aussi présent, il est présent peut-être dans quelques wilayas, mais et M. Sofiane Djiljadid a discuté déjà avant avec le pouvoir, donc ça passe, il est dans sa logique, dans sa stratégie d'appareil, il n'y a pas de souci. Mais qu'il n'y ait pas une seule voix? Une seule? Mais s'il y avait dû avoir des voix à propos de Djiljadid, elle se serait prononcée il y a 7-8 mois. Donc il est dans ce cadre-là. C'est le FFS qui était présent dans le Hirak, qui était dans le pacte de l'alternative démocratique, qui avait quand même quelques marqueurs depuis 2 ans, sous la présidence de M. Laskri, et qui sort du PAD sans raison. Et il faut le dire aussi, c'est que le FFS, c'est un grand parti, c'est une école, c'est tout ce que vous voulez. Mais il avait, pour moi, et je l'ai dit à l'époque, dans les années 90, aucune stratégie d'alliance. Aucune. Je mets au défi, à part le contrat de Rome, et ce qu'ils ont fait de généreux, c'est qu'ils ont offert leur siège national à SOS Disparu, aux associations Comrage, à plein d'associations. Vraiment, ils ont fait un super boulot sur la société civile. Là, il n'y a pas de souci. Mais je vous mets au défi de trouver un communiqué commun, à part le truc de 85, on n'était pas encore en démocratie en Algérie, d'accord, il fallait beaucoup de courage pour le faire, et de 2, depuis 89 à aujourd'hui, donnez-moi un accord politique, et d'ailleurs même, c'est valable pour le RCD, c'est valable pour le FS, c'est valable pour tous les partis qui ont eu à exercer le pouvoir, petitement, grandement, dans des portefeuilles de souveraineté ou pas, qui ont eu des accords pour gouverner avec le parti majoritaire. Aucun. Le RCD n'a pas eu d'accord de gouvernement. Le FFS n'a pas eu d'accord de gouvernement. Et tous les partis qui ont eu à donner 1 ou 2 milices n'ont jamais eu d'accord de gouvernement. Comment pouvez-vous construire une tradition républicaine, une tradition démocratique? C'est déjà là où ça ne va pas. Je crois que j'ai trop parlé. Là, Karim ou Ibrahim, celui qui veut. Moi, franchement, je suis d'accord sur ce qu'a dit Daïdé, c'est-à-dire on ne peut pas comparer l'incomparable. Hein. Comparer le FFS avec Djiljadid, je pense que la substance n'est pas la même. Je dirais seulement que le FFS est un parti de militants. C'est un parti de militants. Pour le reste, et les autres, Je vous dis, le FFS, c'est un parti de militants. Les autres vont devenir militants. Vous voulez dire que c'est déjà grave comme ça, de le dire comme ça. Voilà, vous ne pouvez pas être plus méchant que ça. Voilà, je me contente de dire ça. C'est pas de la méchanceté, parce qu'ils voudraient peut-être faire des partis de cadres, et cela existe aussi. Je n'étais pas parti sur cette... Comment on doit prendre ça? On doit prendre ça au deuxième degré. Voilà, moi je le laisse, je le dis comme ça. Après, pour les partis, moi, ce que je dis, c'est toujours... comme disait Simone Veil,
leur existence, et surtout dans le cas actuel, franchement, parce que je pense qu'à l'avenir, oui, mais là, actuellement, ce que disait Simone Veil est très pertinent actuellement, leur existence n'est pas un motif pour leur conservation, en fait. Il ne faut pas qu'on pense, il faut qu'on sorte de ce paradigme politique qui voudrait que la politique, et surtout actuellement, se fait uniquement dans le cadre des partis. Parce que actuellement, ça rentre dans la feuille de route du régime, c'est de réorienter le débat vers les partis et vers quelques personnalités du Hirak, et d'ailleurs, je vous le dis, et ça, maintenant, ce n'est pas un secret, hein, c'est connu de tout le monde actuellement sur la place militante, on va dire. Beaucoup de militants, même les nouvelles figures, ont été approchés par les relais du système pour les inciter, les encourager à créer des nouveaux partis. Certains en Algérie ont déjà proclamé la création de leur parti, d'autres vont le faire bientôt, d'autres sont en cours de négociation parce que la feuille de route du régime, c'est de revenir à ce qu'il y avait avant le 22 février 2019, c'est-à-dire la lutte par les partis politiques. Et moi, je vous le dis, les partis politiques ne sont pas faits pour porter un projet d'intérêt commun, un projet populaire, un projet national. Du moins dans le contexte actuel. Dans la séquence. Oui, dans la séquence. Voilà. Parce que nous sommes dans une séquence révolutionnaire. Absolument. Ça n'est pas possible, ça les dépasse. Absolument. Donc, pour aller vers une constituante, pour aller vers une transition, pour aller vers un changement de système, pour un état de droit, c'est plus grand que les partis. Donc, c'est l'affaire d'un peuple. Et c'est pour cela que nous, plus on consacre de calories pour parler des partis politiques, à mon avis, plus on s'éloigne du sujet principal qui est actuellement le Hirak, cette révolution pacifique. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que nous précédons de la démystification et de l'enfumage que provoque le régime pour essayer de désorienter les gens. Dans ce sens, je suis d'accord. Mais il faut toujours se garder de nourrir trop la polémique parce qu'il y a deux choses. Dans les situations révolutionnaires, laquelle nous avons atteint maintenant, et c'est pour ça que Dédé a été très pertinent lorsqu'il a soulevé tout à l'heure l'absence de la revendication populaire, de la déclaration du FFS, de la situation actuelle où se trouve le peuple algérien. Nous sommes dans une situation de raison, c'est-à-dire tous les Algériens maintenant s'entendent par la raison, s'entendent par leur raison propre sur le fait que l'Algérie est face à une impasse et que ça doit changer et que c'est un problème systémique, c'est un problème de système. Le problème avec les partis politiques, et c'est là où il y a le vice, si on va vers un travail politique par les partis seulement, les partis politiques ravivent les passions. Ils sont dans le passionnel et d'ailleurs à chaque fois qu'ils interviennent dans le débat, ils nourrissent le débat quand même. Le Hirak ne nous nourrit pas encore. Mais ils vont vers un débat, le problème il arrive, ils vont vers un débat passionnel nourri sur des idéologies, parfois même des partis sans idéologie même. Mais ils vont, et d'ailleurs quand vous regardez le discours des peuples, des activistes du Hirak, se concentrent sur le sujet principal. Par exemple, quelque chose qui était absente de la déclaration du FFS, c'est Madaniya Machi Askariya. J'allais vous le dire, Wallah, j'allais vous le dire. Mais c'est central en Algérie. Tant qu'on a, comme disait le Houari Addik, je cite parce que c'est très fort ce qu'il a dit, quand on a des grands électeurs en Algérie, quand on a un comité de grands électeurs qui à chaque fois nous désigne nos présidents, on ne peut pas parler de vie politique, ça n'est pas possible. Donc si on ne va pas vers un état civil... juste une chose pour qu'il n'y ait pas de confusion. Chez nous, en Algérie, les grands électeurs, c'est les généraux. Entre guillemets, ce sont les généraux. Ce sont les généraux, c'est ça. Qui décident, qui élisent dans la casquette, ils tirent, et ils tirent de la casquette. C'est comme le pape aussi, quand on voit la fumée blanche. Et après, les partis se... Voilà. Et après, le circus politicus, et d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Circus politicus que j'invite les gens à lire. Donc, après, le circus politicus commence. Après la grande fête, Zerda, ça commence. Et il faut voir le film Carnaval Fitchera qui a été fait il y a très longtemps. Là, on le voit très clairement. C'était toujours comme ça. Mais le Hirak, il a tout dévoilé. Comme il a fait avec la justice, comme il a fait avec la politique. Donc, on ne peut pas régler la situation par des engagements à faire des élections transparentes. Et c'est pour ça qu'il faut revenir toujours à la question centrale et se concentrer sur les objectifs du Hirak. Par exemple, le terme Itna Haouga, il y a beaucoup de partis qui le rejettent.
Ils disent c'est du populisme, alors que ça n'est pas du populisme. Ce qu'ils font, eux, c'est du populisme. C'est lorsqu'on promet aux Algériens de changer leur situation, s'il y a libération des détenus, s'il y a une ouverture relative du champ médiatique et politique, ça ne pourra rien changer. C'est rentrer dans le jeu du système. Ça ne suffit pas et ça ne marche pas, et donc ça va même empirer plus tard. Karim, 2 secondes, et puis Ibrahim, je pense qu'il veut intervenir. Ce que je voulais dire, c'est qu'Ibn Hawga, il faut donner maintenant le contenu politique à Ibn Hawga. Parce qu'à un moment donné, on est en train de le donner, on le donne. Karim, on est à l'échelle d'un peuple. Il faut qu'à un moment donné, on soit sérieux. Si c'est pour simplement dire Ibn Hawga et ne pas donner du contenu politique, comment, etc., tous les gens qui ont participé au système, qui, mais le contenu politique, et les grands commis de l'État. Juste un instant, c'est le système. On parle, la constituante, c'est un procédé Ibn Hawga. Là, on revient à la légitimité populaire, on est dans Ibn Hawga. Juste un instant, si on se retrouve avec des ministres du FLN pour Ibn Hawga, ça veut dire par exemple que ceux qui ont été avec le système les années précédentes, par exemple, ne peuvent pas gérer la transition. Parce que le système ne peut pas prendre en charge sa propre disparition. Ça, c'est impossible. Absolument. On est dans Ibn Hawga. Je suis partisan, et je l'ai dit sur votre plateau, monsieur, excuse-moi, moi je suis pour des mesures conservatoires concernant le FLN, le RND, le MPMA et TEJ. Ils ne peuvent pas aller aux élections parce qu'ils ont triché, parce que leurs élections sont issues de la fraude, sont issues de l'argent mal acquis, sont issues de la corruption. Ça, c'est des choses qu'il faudra exiger. Ouais. C'est une piste à lancer, je veux dire. On ne peut pas confier le contrôle des élections et l'organisation des élections à une administration issue du système. C'est très pertinent. Tous les réalistes savent ce que c'est. C'est ce sens-là. Oui. C'est ça, donner du contenu. Mais il existe ce contenu. C'est le discours des partis politiques qui disent que parce que ça vient du dialectal et qu'on sait très bien que les élites des partis méprisent le peuple et méprisent la langue dialectale, qu'ils disent que ça ne marche pas. Alors que c'est très pertinent. C'est du populisme, c'est de la démagogie. C'est ce qui a été fait de plus politique depuis l'indépendance de l'Algérie. Et l'état civil, c'est pareil. Lorsqu'on dit Medaniya, Machi Askaria, ça résume l'état de la situation. Donc on ne peut pas y aller par 1000 chemins. Ça n'est pas contre l'armée. Ça n'est pas nier le rôle de l'armée, parce que l'armée a alors un rôle à jouer dans la transition. C'est un partenaire, absolument. Un rôle dans le cadre de la démocratie. Absolument, c'est eux qui détiennent le pouvoir actuellement. Mais il faut aller vers un état civil. On ne peut pas rester dans la Ibrahim Younsi, je me permets de temps en temps d'intervenir. Avec lesquels je suis d'accord. Mais fondamentalement, les peuples n'ont pas de raison. Les révolutions ne fonctionnent pas à la raison, fonctionnent au sentiment. Et les peuples fonctionnent au sentiment. Fonctionnent au sentiment. Au sentiment. Et c'est ce qui guide la politique. La politique n'a pas de raison, en réalité. Elle utilise le sentiment. Mais tout en évitant d'être démagogue, évidemment. Le sentiment, généralement, il est légitime. Il tire sa raison d'être de la raison. De la raison telle qu'elle est perçue. Ça veut dire, par exemple, l'oppression. L'oppression, je n'accepte pas l'oppression. Ça veut dire que, finalement, le sentiment que j'éprouve, je vais vers la raison qui dit qu'il faut un état de droit. Là, c'est individuel. La raison était différent. Je vais expliquer. Ça, c'est individuel. La raison est personnelle, elle est individuelle. Elle n'est pas collective, elle ne peut pas être. Mais le sentiment est collectif. D'accord. Je vais revenir à la question que nous posions tout à l'heure sur le politique. Hussein Ait Ahmed avait écrit un texte, un beau texte d'ailleurs, où il parlait de la réhabilitation du politique. Je crois que les cadres du FFS d'aujourd'hui, ceux qui se sont rendus, qui ont répondu à la convocation de Mouradia, confondent réhabilitation du politique et réhabilitation de la politique du pouvoir. Ils sont en train de réhabiliter la politique du pouvoir. Quelles sont les raisons? Et là, il y a de la raison, il y a des raisons pour lesquelles ils se sont rendus Al-Mouradia. Alors que d'autres partis qui comptent en Kabylie et nationalement, surtout depuis le 22 février. Je veux parler du RCD, qui sans doute, je n'ai pas d'informations, mais qui sans doute a refusé de se rendre à cette convocation. Ce serait tout à son honneur, si c'est le cas. Non, mais ça, c'est... Oui. C'est de notoriété publique. Idel peut le confirmer ou l'infirmer. Je pense qu'il a refusé de s'y rendre. D'accord. Alors qu'il est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non,
au niveau, sur le plan politique et de l'action politique, au niveau du FFS, que ce soit sur le plan régional ou le plan national. Donc, d'un côté, on veut réhabiliter la politique par l'entremise de cette révolution. Les autres, au contraire, veulent réhabiliter, d'ailleurs, leur texte et va vers la réhabilitation de la politique du système du pouvoir, mais malgré les revendications. Si le pouvoir, le système que la population, que la révolution veut changer, aller vers un système légitime, légitimé par le peuple, il fonctionnerait dans le même système. Pourquoi ? Parce que, à mon sens, il y a des prétentions, et souvent personnelles. Ça, c'est pourquoi du côté des gens qui se sont rendus à la convocation. Bien sûr. Non, mais quelle est... D'abord, expliquez-nous. Des Je ne stratégies vais pas oublier, je vais le rappeler. Quelle est la raison de la convocation? Pourquoi a-t-on convoqué de tels partis, sachant qu'en dehors du FFS et du MSP, les autres partis, ça ne compte pas vraiment, ça ne pèse pas. Pourquoi alors les avoir convoqués et pas avoir convoqué d'autres partis? Je laisse d'abord Brahim. Et puis vous nous parlerez de pourquoi, vu côté partis qui sont rendus. Non, cette convocation est évidente. Le pouvoir veut faire de la politique pour dire je reprends la main. en main. Surtout après le retour de Tebboune. Et oui, mais justement, parce que Tebboune il est là, il travaille, il convoque. Voilà. Je reprends le politique en main. Ce qui est extraordinaire, c'est que M. Tebboune étant rentré vendredi, ils ont été le voir hier. Oui. Les contacts ont été pris, je pense, à partir du moment où le FFS a quitté le PAD. C'est une piste que je lance. Hein, parce qu'il est inconcevable qu'on les convoque ou qu'on leur demande de participer à... Soyons sérieux. Mais, pardon, si tu me permets, mais pourquoi toutes ces questions-là évoquent l'incertitude? Parce que tâtonnement? Plus que ça, c'est l'incertitude. Parce que le pouvoir veut entrer dans un temps d'incertitude. Il veut? Oui, il veut faire entrer le pays, la politique, la révolution, etc., dans un temps d'incertitude. Où nous posons ces questions-là. Mais c'est déjà le cas, je crois. Largement. C'était le cas, mais il veut encore approfondir l'incertitude. Pour que la révolution, et cela existe, hélas, à l'extérieur, pour dire où allons-nous, vers où nous allons, et qu'allons-nous faire, nous n'avons pas de solution, et Idir a dit tout à l'heure, c'est aller vers l'impasse. Ils veulent absolument que cette révolution, montrer que cette révolution va vers l'impasse. Et la présence du FFS dans ces délégations, dans ces convocations, brouille le message. Parce que voilà un parti qui a toujours été dans l'opposition, qui avait des propositions et, comme disait, avait un programme alternatif, se retrouve à accepter d'autres idées que les siennes. Oui, allez-y. Oui. Je vais être bref parce que c'est très important. On essaye d'être bref, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres questions qu'il faudra traiter. Et donc, je vous demanderai de faire des tours de micro quelque chose de fondamental tout à l'heure. Et c'est très bien que Siyunsi a soulevé la contradiction parce que ça me permet de rebondir et de creuser plus la question. Parce que je pense qu'on ne s'est pas compris sur le fait, sur on va dire la binarité raison-sentiment. Parce que je pense qu'elle se poserait au fait de raison-patient, pas raison-sentiment. Moi, quand j'ai parlé de raison collective, j'ai parlé de la raison collective dans le sens de Jean-Jacques Rousseau, qui a posé cette raison collective comme le fondement du contrat social sur la base de la raison collective qui reconnaît le bien commun. Parce que la collectivité reconnaît, se constitue autour du bien commun qu'on reconnaît par la raison. Ça, c'est le droit qui te le donne. Hein. Oui, absolument. Mais il y a un être raisonnant, il y a une raison collective. Et lorsqu'on revient aux patients... Oui, mais ça, c'est pas dans la même situation. C'est la même situation. Non, pourquoi? Nous ne sommes pas dans la même situation. Parce que là, actuellement, c'est on va dire, l'instinct de conservation. C'est par la raison collective
que les Algériens, par exemple, ont su dépasser toutes les manœuvres du système. On a vu lorsqu'ils ont sorti leur bêtise sur le drapeau amazigh, comment dans les wilayas qui ne se revendiquaient pas historiquement de la mazirité ou surtout du combat culturel, identitaire aussi, on brandit ce drapeau. Donc il y a une raison collective. C'était une réaction, parce que tout ce qui Oui, mais voilà, donc il y a un esprit collectif, il y a une raison collective. Oui, alors que monsieur, le sentiment et la passion individuelle, c'est pour ça que je disais que les partis passionnent le débat dans le mauvais sens du terme, parce que les partis sont basés aussi sur un intérêt partisan qui va vers, et c'est des calculs de parti, hein, c'est légitime dans les cadres normaux, on va dire. C'est le nombre de députés, c'est la stratégie de déploiement national, c'est tout un ensemble qui a des ambitions qui sont basées la vie sur normale d'un parti dans un pays démocratique. Mais absolument, oui, oui. Enfin, il y a un parcours individuel, il y a un parcours partisan dans lequel il y a des parcours individuels et des intérêts individuels dans tous les partis. Dans tous les partis. Mais la situation actuelle, l'Hirak, elle dépasse tout cela parce qu'il y a quand même un sentiment collectif. Il y a une raison de groupe. Là, c'est le sentiment collectif. Il y a des sentiments. Là, on est d'accord. Voilà. Il y a un sentiment. Mais il y a aussi une raison. Parce que je ne crois pas qu'il soit conduit par la raison. Il y a une psychologie collective. Oui, cette psychologie collective, effectivement, s'est construite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui... Il faut qu'elle féconde aussi. Absolument. Il y a une psychologie collective. Mais c'est Ibrahim, comme on dit, nous, dans notre langage de tous les jours, le huggara, elle provoque un ressenti collectif. Oui, mais justement... même si nous ne sommes pas nous-mêmes concernés, visés, que nous ne subissons pas le huggara. Il y a dans l'entendement collectif, dans notre être collectif... La justice, le sens de la justice et de la liberté. C'est des gens de la raison. Ça relève de collective de Rousseau. Pardonne-moi. Mais... Là, nous sommes, je vais citer, mais bien que cette révolution, cette masse populaire n'est pas une foule, elle n'est pas conduite comme une foule, mais Gustave Le Bon parle de cette psychologie collective qu'ont les populations en révolution, dans la psychologie de la révolution. Et c'est jamais la raison, parce que dès qu'il y a une raison qui est collective, le mouvement éclate. Alors, Idir, très vite, parce que nous devons vraiment passer à autre chose. Oui, ce que je voulais dire, parce que c'est quelque chose de très important, mais c'est une problématique politique qui se pose. Ouais. Quand Karim dit les partis sont dépassés, je veux bien croire que les partis... Mettons que les partis vont être dépassés. Mettons. C'est une supposition. Il y a des familles politiques, parce que sans ça, ce n'est pas la peine. Parce qu'il faudra normer toutes les pratiques à l'intérieur du Hirak. Ça, c'est un. Deuxièmement, là où tu as raison, et je l'ai dit avec M. Benchenouf, qui n'était pas entièrement d'accord avec moi, et c'est rare, et ça mérite d'être souligné, c'est que ce que vit Tebboune, qui est un président esselé, il n'a pas de garde rapprochée de parti, il n'a pas de société civile, il n'a pas d'assises populaires, il n'a absolument rien autour de lui, essaye de se créer. Pourquoi? Parce que là, et je l'avais dit, vous n'étiez pas d'accord avec moi, le commandement militaire, si les partis partent, disons, ne font plus fonction de leur véritable fonction, d'ailleurs sur un édito d'Alger, ils appellent les partis A. Vous savez pourquoi? C'est uniquement pour que le Hirak ne se retrouve pas en face de l'état-major militaire, du commandement militaire, parce qu'il n'y aura pas de phase de filtre. C'est ce que moi je l'ai dit. Et ça participe aussi quand ils veulent éliminer les partis. Et le commandement militaire ne peut pas gérer cette situation-là. Pourquoi? Si les partis sont excentrés du jeu politique, il y aura Hirak, commandement militaire. On y est déjà. On y est déjà. Non, ça je ne peux pas le dire. On n'y est pas. Moi, je vous garantis que la situation actuelle, de facto, on y est déjà. Il ne faut pas être affirmatif. Et on va y aller encore de plus en plus. On va y aller, tu es déjà plus nuancé. En tout cas, en attendant, nous allons aller vers autre chose. Brahim aussi, très vite. Le système veut entraîner tout le monde, et on le voit aussi sur certaines places parisiennes, vers les appartenances, ou ce qu'on appelle les appartenances sélectives. C'est ça. Voilà. Et il veut jouer ce jeu-là. C'est la raison pour laquelle il n'a pas convoqué ses affidés habituels. Comme le VLN, le RND, qui sont déjà acquis. Donc il y a aujourd'hui ce type d'appartenance sélective. Un renouvellement. Alors, Monsieur Samir Bouakwir, dans ses échanges avec mon collaborateur Hassi Chaban,
Ils ont échangé, vous venez, vous ne venez pas, parce qu'on a voulu inviter quelqu'un du FFS. Alors Chaban m'a fait passer un petit mot qu'il a rédigé, je vais vous le lire. Hier dimanche et aujourd'hui, nous avons tenté de joindre à plusieurs reprises M. Youssef Aouchiche et d'autres responsables de la direction centrale du FFS afin de les convier dans l'émission d'hier et celle d'aujourd'hui, mais nous n'avons hélas pu les joindre. Non, en fait, ils ne voulaient pas répondre. Aujourd'hui, nous avons réussi à joindre M. Samir Bouakouir en qualité de conseiller du premier secrétaire du FFS, dont voici les échanges. Pour commencer un échange téléphonique, nous avons proposé à M. Bouakouir de l'inviter ce soir et il nous a proposé de participer seulement pour droit de réponse. Sans autre intervenant, avec une durée d'intervention équivalente à l'émission d'hier. D'accord ? Quelques minutes plus tard, voici sa proposition par SMS. Bonsoir, Chaban. Si vous me donnez le même temps de parole accordé aux détracteurs du FFS, c'est le FFS qui ont défilé hier sans discontinuité et sans contradicteur sur vos plateaux, j'accepte de venir à Oras TV. Bien cordialement, Samir Bouakouir. Notre réponse, celle de Chaban. Bonsoir Samir, merci infiniment pour votre retour à notre invitation afin de vous donner la parole. Oras TV vous propose d'intervenir dans l'émission de ce soir, 18h30. Vous aurez la parole seul pour 7 minutes, comme Nabil Ismail, par Skype ou téléphone, afin que les téléspectateurs puissent avoir votre analyse et votre droit de réponse. Merci infiniment, bien cordialement, Chaban. Bonsoir Chaban, 7 minutes, vous plaisantez, alors que vous avez fait défiler durant des heures, alors que l'émission, c'est 1h20 après. Des détracteurs du FFS sans contradicteurs qui ne représentent que leur personne et qui n'exercent aucune responsabilité au sein du parti. Je suis prêt à venir en tant que conseiller du FFS si vous m'accordez un temps de parole au minimum équivalent. Bien cordialement, Samir Bouakouir, conseiller du premier secrétaire du FFS. Juste voilà. Une réponse à M. Bouakouir. Alors, on peut se considérer non pas comme détracteur, mais on analyse factuellement ce qui s'est passé. Et il ne faut pas être simplement du FFS pour être détracteur. Et puis on ne parle pas du FFS. Puis voilà, on parle des personnes qui ont été qui ont été convoquées par Tebboune. Raison de plus, nous sommes effectivement que des individualités, des individus. Absolument. Nous parlons au nom d'aucun parti politique. Chacun. C'est ce que je dis souvent. Nous sommes en train d'analyser le côté militant politique, une situation politique sans parti pris aucun. Voilà, moi, je n'appartiens à aucun parti politique. Et moi non plus. On a lu parfait. Très bravo pour votre éthique et déontologie. Donnez notre sentiment sur ce qui. Oui, voilà, sans plus. Alors, moi, j'ai envie de dire à M. Bouakouir. Oui. Tu m'excuseras, Samir. Tant que les lapins n'auront pas d'historien, ce sera les chasseurs qui feront l'histoire. Bravo. Bravo. Je t'embrasse. Alors, toujours sur le FFS, parce qu'il faut lui rendre cette justice. Ah oui. Vous savez, le FFS a été ghettoisé par le régime. Il ne voulait pas qu'il sorte de la Kabylie. Ils lui ont même créé le RCD, auquel vous avez vous-même appartenu, monsieur Idir Nouren. Le RCD a été créé de toutes pièces. Parce qu'à ce niveau-là. Voilà, moi je le dis comme je le. On en reparlera. Je le dis comme je le pense, même si je me trompe, je le dis quand même. Je m'inscris en faux. Voilà, d'accord. Alors. Je m'inscris en faux sur certaines choses. Voilà. D'accord. Et Dieu sait que je ne parle pas des éléments du RCD qui le constituent. Je parle de l'alternative qui a été imaginée pour contrer le FFS. Nous sommes en train de parler d'une politique et d'une politique établie. Absolument. Mais pas alors moi, la question mise en application. La question que je voulais poser aujourd'hui. Ce n'est même pas un procès. Absolument, ce n'est pas un procès. Non. Alors la question que je voulais vous poser, que je soumettre à votre discussion, mais je vous demanderai d'aller un peu vite parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Alors, cette réaction massive de la base militante du FFS, qui est en train de susciter l'admiration des Algériens. Les Algériens sont en train de dire, voilà un parti politique. Surtout quand ils comparent aux autres partis où il n'y a eu rien, silence radio. C'est-à-dire où on sent où il n'y a pas de base militante, c'est ça. Ou alors c'est la dictature, ça veut dire celui qui bouge, on le jette dehors. Est-ce que cette admiration qu'est en train de ressentir l'Algérien ne va pas sortir le FFS du ghetto ? Je vais vous dire tout à fait. En tout cas, je salue la base militante du FFS parce que c'est une réaction extrêmement positive, extrêmement saine.
Et ça, à la limite, je vais être un peu pompeux, ça redore un peu le blason de l'activité politique. C'est extraordinaire ce qui se passe. Et moi, je pense que les fédérations les plus importantes, Alger, Tipaza, je parle du FFS, de Boumerdes, Tizi, Béjaïa, Bouira et Bodj Bouaralid, je pense qu'elles vont s'atteler à se mettre en porte-à-faux par rapport à la direction que veut donner l'instance présidentielle et le premier secrétaire au FFS, qui, à mon sens, altère non seulement l'héritage de M. Hossein Aït Ahmed, parce que c'est un héritage qu'il faut à tout prix capitaliser, non pas pour le FFS simplement, mais pour la nation, comme l'héritage de plein d'hommes politiques qui ont eu à exercer de hautes fonctions dans le pays. Ce n'est pas un souci. Il faut qu'on arrive aussi à regarder notre histoire, l'histoire des dirigeants de notre pays, avec un regard apaisé, avec de l'histoire, pas d'insultes, pas de traiter certaines personnalités importantes de notre mouvement national et qui ont eu à exercer de grosses de traite ou de pas traite. Ça, il faut qu'on arrive. Il faut que ça cesse. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle dépassionner le débat. Et il faut qu'on arrive à la... passionné, alors. Voilà. Non, mais sérieux, c'est ce qu'il fait. C'était le rôle néfaste de plusieurs partis avant et de l'instrumentalisation des partis, de la société civile par le régime. Ça, c'est dans les régimes autoritaires uniquement. Mais absolument, oui. Et c'est pour ça que l'objectif principal du Hirak, c'est toujours, on y revient toujours, c'est un objectif d'une naissance de cette société politique et aussi la société du droit, aussi du contrat social. Du primat de droit, tout à fait. Voilà. Il faut qu'on y arrive. L'objectif du Hirak, c'est cela. Ça n'est pas un projet de parti, ça n'est pas un projet de personnalité aussi. Surtout cela aussi, il faut vraiment sortir de cette configuration. C'est pour ça que moi, tout à l'heure, quand j'ai parlé de raison, vous voyez, je reviens toujours à mon... Quand j'ai parlé de raison collective, c'était juste pour encourager les gens à aller suivre cet élan de politisation. Parce que ce qui menace le Hirak et ce que veut faire le régime actuellement, c'est de dépolitiser la rue, de revenir à l'époque d'avant où on était des spectateurs de débats télé, de rencontres entre partis, de grandes réunions. Et d'ailleurs, ils commencent à parler d'un congrès national dans lequel toutes les sensibilités seront présentes, seront invitées, sauf la sensibilité populaire. Donc c'est pour ça qu'il faut rester vraiment, et d'ailleurs on voit maintenant un parti... Brahim Younsi, et puis nous allons faire le dernier tour du micro. Brahim Younsi, sur cette question. Saint-Augustin disait, pour vaincre, il faut machiner des tricheries. Machiner des tricheries. Oui. Je ne connaissais pas voilà. ça, tu vois. Il faut machiner des tricheries. On machine des tricheries. Pas mal. Ça ne ressemble pas à Saint-Augustin. Mais c'est du... Il a dit en public ou en... Lui qui avait dit « aime et fais ce que tu veux ». Voilà. Hein, c'est incroyable. Mais c'est ça. Mais ça, c'était pour gagner, ça. Ah. Voilà. Pour vaincre. Pour vaincre, voilà. On machine des tricheries. Oui, les machines, pouvoir, dans le sens de machination. Oui, absolument. Oui. Donc le pouvoir, aujourd'hui, est dans la machination. Oui. Il ne sort pas de la machination. Il a toujours fait de la machination. Il est clair aussi que les gens qui se sont rendus... Je ne veux pas les insulter. Ils sont rendus où? Oui, enfin, la précision doit s'imposer. Ouais, Sans ça, il y aurait une volée de bois. Qui se sont rendus. Je ne crois pas qu'il l'ait fait pour des principes, honnêtement. Peut-être qu'ils aiment l'Algérie comme nous, peut-être plus que nous. Ça m'étonnerait beaucoup. C'est la raison pour laquelle ils s'y sont rendus. Mais je ne sens pas les principes, mais je sens beaucoup la contrainte. Ah, d'accord. Alors oui. Comme il nous reste à peu près, disons, 7-8 minutes comme ça, et on va déborder un peu sur le temps. Si je peux dire un mot sur le FFS, oui. Parce que mes camarades oui, bien sûr. On dit un mot sur la base du FFS, ou ce qu'on appelle la base, mais des militants. Oui. Je crois que le FFS vient de réhabiliter un mot qu'on a oublié. C'est le mot militant. Oui. Là, il y a du militantisme. Bravo. C'est du militantisme. Bravo. Et il y a un comportement militant. Bravo. Il y a un comportement militant sur, précisément... Ils viennent de réhabiliter le mot militant. Absolument. C'est très vrai. Bien que je ne sois pas d'accord, sinon je me serais engagé avec le FFS, avec le programme du FFS, mais... Ces militants-là ont des principes. Et du courage et de la dignité. Voilà. Mais ils ont réhabilité effectivement la militance, c'est des militants. Absolument. La militance organique, on va dire. Et ce n'est pas du populisme que nous sommes en train de faire. Hein. C'est bon. Alors, nous allons parler, dernier tour de micro, vous aurez à peu près chacun 2 minutes.
sur le Hirak, le retour annoncé du Hirak. C'est à vous. Ben, juste un mot. Je vais les laisser après parler. Kharrata, pour moi, c'est la symphonie fantastique. Et le 22, je suis sûr que ça sera la chevauchée héroïque. Bravo. Je pense qu'on a. Si on creuse un peu. Il est en verbe aujourd'hui. Il est encore plus que d'habitude. C'est plus que d'habitude. Ouais. Tu vois, je voulais dire quelque chose sur Jean-Jacques Rousseau quand il a dit « Je n'ai jamais tant vécu, tant existé, tant été moi-même ». C'est fabuleux. Pour le Hirak, bien sûr, qui va revenir. Le seul souci, et là, la question qui se pose aux militants activistes, aux militants qui veulent s'engager vraiment pour le pays, c'est qu'ils arrivent à dépasser le cap de la contestation ou de l'interprétation, passer de la stratégie, comme je dis souvent, de la stratégie de la contestation, de la tension avec le pouvoir, parce que c'est élément contre élément, élément politique contre élément, passer à la stratégie de la représentation, parce qu'il faut y arriver. Et ensuite, il faudra reparamétrer le Hirak. Le Hirak est une révolution, on est tous d'accord, mais elle n'est ni bourgeoise ni prolétaire. C'est une révolution populaire. Et là, tout votre petit débat tout à l'heure entre l'émotion, le sens, la raison, etc., prend tout son sens. Mais à un moment donné, il faudra absolument passer à une certaine forme d'organisation. Il faut qu'il y ait des gens qui appellent à ce que toutes les initiatives, et il y a des centaines d'initiatives, je parle sous le contrôle de Karim, qui est très actif à ce niveau-là. Si on pouvait avoir des leviers, des outils par lesquels elles pourraient, toutes ces initiatives pourraient converger et aller vers le socle commun pour la formation, pour créer le nouveau pacte national. Autour de valeurs d'abord. Ouais. Ce serait, alors là, moi c'est ce que j'ai dit à un ami tout à l'heure, journaliste, je lui ai dit c'est une révolution qui arrivera, elle s'inscrit dans le temps long, mais je te promets, je lui ai dit qu'elle y arrivera, parce qu'il y a une jeunesse formidable. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et pour vraiment continuer un petit peu sur l'idée lancée par DIV de la représentation, je pense que le débat, ça mériterait peut-être de faire une émission spéciale plus tard, c'est que le débat sur la représentation, qui est absolument inévitable, doit se faire sur deux idées principales. Pas seulement la représentation, mais je pense que lorsqu'on parle de représentation, on parle de représentabilité et de modalité de représentation. C'est les deux idées majeures. Parce que si on va vers juste la représentation, ça passerait encore une fois, soit par les partis politiques, soit des personnalités issues de partis politiques ou des machinations, pour reprendre le terme de Saint-Augustin. Voilà, de Saint-Augustin. Voilà. C'est le tien un peu. Ouais. Et alors que la représentativité et les modalités de représentativité vont centrer le débat sur le projet principal, sur les valeurs, c'est-à-dire l'Algérie qu'on voudrait, l'état de droit, quels sont les mécanismes, parce que les représentants, si on va s'autoriser ce terme, ça sera qui en réalité ? Ce ne seront certainement pas des gens qui vont venir avec leurs idées. Ce ne seront pas des gens qui vont venir avec leur parcours ou leurs idéologies. Ce sont des gens par qui, mais vraiment là, par qui passera le projet de la collectivité. C'est-à-dire le projet maintenant qui est tracé, qui est porté par des millions. Et moi, j'attends vraiment un déferlement du Hirak. Les manifestations vont revenir. Ces manifestants, tous ces Algériens, nous avons tous des valeurs communes. Nous voulons une société démocratique, la société du droit, surtout du droit, parce que c'est ce qu'on n'a pas actuellement. On n'a pas. Voilà. C'est ce qui garantit le vivre ensemble, c'est ce qui garantit le respect de la démocratie, c'est ce qui garantit les libertés, c'est ce qui garantit les droits, tout cela. Ça, c'est porté, c'est scandé par toute une population. À un certain moment, il y aura des personnes par qui cela va passer. Donc ces personnes-là, et on parlera des modalités de choix, de beaucoup de choses, il faut d'abord qu'elles seraient assez humbles pour se dire que le projet, et je reviens toujours à cette idée, est plus grand que ces personnes, que les partis que peut-être elles représenteraient. C'est à l'échelle. Voilà, c'est pas à l'échelle individuelle que ça joue. C'est vraiment, il faut avoir de la modestie et après commencer surtout à parler des modalités de la représentativité ou de la 30 secondes, oui. Idir, et 30 secondes, Brahim. Là, j'ai peut-être, ou alors j'ai pas compris Karim, mais c'est dommage, c'est que moi, quand je parle de représentation, c'est-à-dire je me situe déjà dans le cadre de
du processus constituant. Moi, quand je dis il faut passer, c'est dans le cadre du processus constituant, il faudra inventer des mécanismes avec lesquels ce processus constituant pourra se faire sans qu'il y ait de choc entre des projets différents qui seraient clivants et qui seraient même irréconciliables. Ça, il faut qu'on prenne le temps d'en parler aussi. Et comment on fera en sorte que la société du droit émergera à la fin? C'est Parce fondamental. que c'est ce qui va nous dépasser, c'est ce qui va nous garantir à nous tous le droit d'exercer plus tard nos libertés, y compris intellectuelles et idéologiques. Tout à fait. Brahim Younsi, le mot de la fin. Effectivement, les modalités de représentation et les modalités de légitimation. Tout à fait. C'est différent. Ouais, mais je sens, comme ça, intuitivement, depuis quelque temps, que les jours du pouvoir sont comptés. Et ce qu'il a fait le démontre, à mon sens, parce qu'il veut absolument exacerber les contradictions dans la société. D'ailleurs, il le fait dans le FFS. Il le fait dans le FFS, parce que ces jours sont comptés. Oui. Très bien, merci à vous trois. Que dire après un tel brio, j'allais dire, de mes invités vous avez quasiment dit l'essentiel. Je veux juste rappeler que Madania Askaria, ce n'est pas un crime que de revendiquer pour son pays un État démocratique où seule la volonté... oui, Karim ? J'aimerais juste rappeler que le dimanche prochain, 21, il y a une énorme marche grandiose à Paris. Et que toute la diaspora à travers le monde est invitée et que dans le cas échéant où certaines émigrés dans leur ville ne pourraient pas se déplacer à Paris, ils sont tous invités à faire des petites manifestations, rassemblements là où ils se trouvent. Prendre des photos et envoyer sur Internet pour montrer. Le pouvoir par la parole. Le peuple a pris la parole par le pouvoir. Le pouvoir par la parole. Et comme ce serait bon, et comme ce serait salutaire, et comme ce serait méritoire, que pour cette fois-ci, tous les Algériens se tiennent par la main, qui n'oublient pas Selmiya Selmiya et qui n'oublient pas Khawa Khawa, parce que notre destin est un seul destin pour nous tous. Et l'Algérie est notre nid, notre pays, notre foyer, à nous tous, sans aucune exception. Khawa la khair, b'slama.